Bonjour à toutes et à tous, c'est Vincent Manilet, vous écoutez NoTube, le podcast de Binge Audio consacré à YouTube. C'est le dernier épisode avant les fêtes, et comme YouTube a fait son bilan de l'année en vidéo, son fameux Rewind, on a décidé de faire le nôtre et il sera peut-être un petit peu moins gentil. Et pour m'accompagner au poste de chroniqueuse, Perrine Signoret de l'Express. Bonjour Perrine, ça va ? Ça va, très bien. Cette année, elle était bien ? Ouais, plutôt chouette. Forte en émotion. Et de l'autre côté de la table, comme c'est Noël, on voulait un épisode un petit peu hollywoodien. On a vraiment mis les moyens, j'ai dû négocier pour avoir un micro supplémentaire. Et donc je suis très heureux d'accueillir non pas un, mais bien deux invités. Donc Sophie Riche et Pierre Lapin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Sophie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu simplement 2-3 mots ce que tu fais sur Internet ? Moi, je m'appelle Sophie Riche, je suis youtubeuse. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Sophie Riche parce que je n'avais pas d'idée de nom. Et voilà. Mais c'est pas plus... Il y en a qui regrettent des fois leur pseudo. Donc, c'est vrai, moi je peux pas regretter mon nom, c'est mon nom, je suis née avec, je mourrai avec. Enfin, voilà. Voilà, c'est une chaîne feel good, décomplexante, avec des blagues dedans, tout ça. Et à côté de toi, nous avons Pierre Lapin. Bonjour. Donc, tu co-animes la chaîne du club. On en avait déjà parlé quand Guilhem était venu pour le premier épisode de NoTube. Est-ce que tu peux nous rappeler l'objectif de cette chaîne ? C'est explorer Internet. On a 2 programmes sur la chaîne du club. Donc, on a d'abord l'hebdo, où toutes les semaines, on revisite un peu l'Internet cool et branché, donc tout ce qu'il faut savoir chaque semaine. Et on a une autre émission qui s'appelle YouTube, où on va voir des personnalités et puis leur demander un petit peu c'est quoi leur historique YouTube, leur vidéo fave, la vidéo qui fait pleurer, tout ça. C'est très intéressant. Et pour nous, en tout cas, de le dire. Enfin, je sais pas si c'est pour vous aussi, mais pour nous, c'est très intéressant. Oui, non, mais je confirme. Et ce week-end, on peut en dire un petit mot parce que tu as organisé, présenté un live Twitch dans le cadre du Téléthon. Exactement. Quel bilan t'en fais ? Il y avait beaucoup d'influenceurs, de vidéastes qui ont participé. Oui, j'étais très flatté. Donc Sophie, qui était là, je le remercie encore une fois. C'était un bonheur. Oui, donc on avait un plateau donc avec plein d'influenceurs et youtubeurs où on faisait des jeux de midi à minuit. En fait, l'idée c'était de récolter un maximum de dons. Et à côté, on voulait aussi essayer de rassembler un peu des streamers aussi qui auraient été un petit peu notre Lions Club 2.0. Et donc j'étais très très heureux d'être très entouré. On a pu récolter 10 000 €, un peu plus de 10 000 €. Donc je suis content. J'avais pas de réel objectif. Je ne m'étais pas projeté à ce point, mais je suis satisfait. C'était pas trop la honte d'aller à Baltar avec un chèque de 10 000 €. Donc ça, et j'étais très heureux. Je rappelle que vous pouvez encore faire des dons. Exactement, pendant quelques 36-37. Voilà, donc si vous voulez faire un don, c'est encore possible. Pour commencer cette émission, j'en ai parlé juste avant, donc on va revenir sur la vidéo Rewind de YouTube. Donc c'est en fait tous les ans une vidéo que YouTube sort avec de la grosse musique un peu boom boom, et où il y a toutes les vedettes de l'année qui sont là, qui interagissent, qui font des bêtises ensemble et tout. Et en gros, le but, c'est de célébrer un peu l'année, de rappeler un petit peu toutes les modes, les tendances. Pour les Français, donc il y en avait 4. Il y avait donc Kevin du Rire Jaune, Sananas, encore McFly et Carlito. Donc c'est un carton plein pour Mixicom. Oui. Après, il fallait s'accrocher pour les repérer. C'était un peu épileptique. Ouais. Ah ok, ouais. Ils sont passés. Okay. Et donc effectivement, il y a Kevin qui racontait que c'était 4 heures de tournage pour une apparition de 0,3 nanosecondes, je crois, à peu près. Donc, je les ai complètement ratés, Sananas et Kevin. Pareil. Autant McFly et Carlito, j'ai vu. Mais voilà. Pareil. C'est un moment, il se balance du slime. Enfin, voilà. Okay, d'accord. Donc, de manière générale, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Parce que moi, de voir des hand spinners géants, alors que je pensais que j'en étais débarrassé, ça m'a. Ouais. J'ai été pris de spasme. Frisson, ouais, j'entends. Vas-y, Sophie. Moi, oui, j'ai regardé parce que je regarde, parce que je suis née en 89 et que regarder le rewind de YouTube, c'est une tradition annuelle de fin d'année, un peu comme les bilans et les résolutions. Et Die Hard. Voilà. Exactement. Voilà, ce que j'en pense, effectivement, le hand spinner, tout ça, c'était, The Floor is Lava, ça a été quand même un truc cool, donc voilà, ça m'a fait rigoler. Mais ça m'a pas passionné. J'ai pas. En fait, le truc, c'est qu'il y a tellement de gens en tellement peu de temps que on reconnaît pas, on n'a même pas le temps de se réjouir de voir Superwoman et ce genre de trucs, qu'en fait, elles sont déjà parties. Donc, voilà. Et toi, Pierre Moi, j'ai déjà été super étonné de me dire à quel point les mèmes. Enfin, ça va beau avoir 6 mois, c'est déjà super ringard, quoi. De voir Floor is Lava, Fidget Spinner, j'étais genre, ouais, mais c'était il y a 3 ans, ça, c'était horrible. En plus, j'ai pas trouvé que c'était vraiment les meilleurs mèmes de l'année. Ensuite. Ça commence par Despacito aussi. Oui, en plus, déjà, ça peut l'overdose. Ouais. Et avant, j'ai l'impression que ça célébrait aussi les gens qui avaient un peu step up et qui avaient 1 million d'abonnés. Et maintenant, de voir qu'il y a autant de gens qui ont 1 million d'abonnés, c'est assez fou, parce qu'on se rend compte que maintenant, on connaît
personne. Je crois qu'on est les derniers, toi et moi, Pierre. De quoi YouTube et ma chaîne, on est les derniers à pas avoir 1 million d'abonnés. Non. Maintenant, on est loin. En 3 mois, c'est réglé. Hein. Oui, c'est vrai. Enfin, non, on se lance et puis voilà. Quoi. Non, c'est foutu. Mais après. C'est un peu c'est Gerbotron pour moi, ça fourrait un peu tous les bons sentiments, puis de revoir les Logan, enfin les Paul là-dedans. Ouais, on va revenir sur ces 2 personnages. C'était qui ça un enfer. Les frères Paul. Jake Paul et Logan Paul. Voilà, c'est un bon teasing. On va pas spoiler. Perrine, toi, en tant que journaliste, le regard journalistique sur ce genre de vidéo. Je veux une analyse en 3 points. En fait, j'ai jamais été hyper fan de ces vidéos que je trouve un peu pub pour le coup. Parce qu'il s'en est une en soi. Oui, forcément. Ouais. Et je regrette un peu la même chose que Sophie, genre qu'on les voit rapidement. Enfin, c'est vraiment. Moi, j'ai reconnu quasiment personne dedans parce que c'était tellement rapide, à part les frères Paul, justement. C'était. J'ai pas... Et puis Despacito, non, j'ai failli zapper dès la 10e seconde. Et Despacito et El Sheeran qui ont vraiment été les 2 chansons qui m'ont. Et le slime, enfin c'était un peu un. J'avais moins ressenti ça les années d'avant, mais genre un espèce de mash-up, genre on va tout placer dans une vidéo, genre. Tout ce qui nous a énervé cette année, exactement, un peu comme une pilule, une gélule qu'on donne aux astronautes. Voilà, donc je pense que de manière générale, le bilan qu'on peut dire, c'est un peu un bilan contrasté, on va dire. Oui. Voilà. Oui, bon. Et on va pouvoir maintenant s'attaquer à notre bilan à nous. Alors, pour rester un peu sur la même tonalité, Noël, la fin d'année, on est tous gentils. J'ai une question un peu niaise. Qu'est-ce qui vous a... Quel était le plus beau moment YouTube selon vous cette année? Qu'est-ce qui vous a rendu le plus heureux, Sophie? Alors moi, il n'y a pas vraiment de moments qui m'ont rendue heureuse en tant que spectatrice. Par contre, un moment qui m'a rendue un peu plus optimiste, c'est la vidéo de Enjoy Phoenix sur ses troubles du comportement alimentaire et sa prise de poids, et de manière générale les commentaires de haters. J'ai trouvé que c'était vachement courageux de sa part, alors qu'elle est tellement attaquée tout le temps, de se mettre aussi vulnérable, de se rendre aussi vulnérable et de parler d'un sujet aussi fort qui me tient particulièrement à cœur, qui sont les troubles du comportement alimentaire et les problèmes d'estime de soi et d'image de soi. Et voilà, je trouve que c'est top qu'une fille avec autant d'influence sur les ados d'aujourd'hui ait accepté de parler, de se mettre à ce point en danger en fait finalement pour en parler quoi. Cette vidéo a été vraiment très diffusée, partagée, etc. Ouais. Et justement, on a un petit extrait à vous faire écouter de sa vidéo. La dernière chose, c'est qu'il faut essayer, je dis bien essayer, de s'aimer et de s'accepter, de ne pas être contraint à changer pour les gens, même si c'est dur, parce que moi c'est ce que j'ai fait, donc je vous parle parce que j'ai fait une connerie, et que je vous assure que d'essayer de changer et de vous rendre malade, ça vous rendra pas la vie plus heureuse, parce que je l'ai essayé et ça m'a rendu la vie 1000 fois pire. Alors donc voilà, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo et de prendre le temps de la partager, de la comprendre et d'en discuter éventuellement autour de vous. Pierre, de ton côté, toi, c'était un moment, oui, c'est émouvant. Tout récent, mais c'est pas émouvant, mais c'était un peu le beau YouTube qu'on aime. C'était surtout un peu tout cet amour qui a un peu cristallisé la chaîne Alt. Je vais oublier 236. Oui, pardon, Alt 236 que Patrick Beau avait fait repopper parce qu'il avait demandé. Patrick Beau, qui est Axolot, connu sous le nom d'Axolot. Qui avait demandé sur Twitter un peu quelles sont les chaînes un peu trop méconnues. Et beaucoup de gens, je pense, on dit Alt 200. Putain, j'arriverai pas ce soir, je fatigue. Alt 236. Oh là là. 236 même. Et du coup, tout le monde a partagé, tout le monde est bien. Et puis c'est vrai que son taf est incroyable. Donc en plus, c'est un peu dark, quoi. Il nous fait un peu tout le bestiaire. Il nous raconte un petit peu. Par exemple, Bloodborne, qui est un jeu pas forcément joie, c'est tout. Et c'est un taf incroyable. Et j'ai bien aimé aussi de voir que des gros youtubeurs avaient toujours cette volonté de mettre un peu. L'exposition sur des plus petits. Donc après, il n'a pas pris énormément d'abonnés, mais je trouvais ça génial. Et c'était un peu la petite histoire cool qu'on a pu voir un peu sur Reddit, qui se perd un peu de temps à autre. Mais j'ai l'impression que là, il y a de plus en plus cette nouvelle vague de gros créateurs qui veulent mettre le focus sur d'autres. Donc moi, j'ai bien aimé, parce que cette année, j'ai pas vu vraiment de bien belles histoires. J'ai plus eu envie de casser mon ordinateur. Mais voilà. Retiens-toi, on va en parler dans 30 secondes. Perrine, toi, je sais, tu m'en as parlé cette année, puisqu'on discute souvent. Un grand moment,
de vidéo, à savoir quand Norman a adopté son nouveau chat. Ah. Il faut savoir Merlin. que la vidéo Avoir un chat est celle que j'ai le plus regardée de tout YouTube. Je pense l'avoir regardée genre une centaine de fois, vraiment. C'est pas une blague. C'est pas Jonathan. Du coup, quand Sergi est mort, j'étais très triste et je trouvais ça super mignon. En plus, il allait chercher à la SPA, il a fait une petite pub pour l'adoption des animaux et tout. Après, il l'a perdu et il a retrouvé. Oui, en plus, c'était vraiment un Double drama que choc j'ai beaucoup émotionnel. suivi cette année. Et voilà, c'était mon petit moment émotion de l'année, j'avoue. Moi de mon côté, je voulais juste dire un petit mot sur la dernière vidéo de Serge Le Mito. Je sais que c'est pas à proprement parler un vidéaste, etc. Mais que derrière, il y a Navo, il y a Ken Kojandi qui sont des gens qui travaillent énormément dans ce milieu-là et la création sur le web. Et la dernière vidéo de Serge Le Mito, donc une série avec Jonathan Cohen où il joue le plus gros mytho de la Terre, c'était vraiment un des rares moments cette année qui m'a sincèrement ému. Voilà, je l'ai re-regardé encore il y a quelques jours et on sent vraiment tout le travail et toute l'amertume et la douceur de Navo et Kian Kojandi. Donc voilà, je voulais juste glisser un petit mot sur cette vidéo. Une petite Il est excellent cet épisode. Alors, à l'inverse, justement, là, déjà, on était un peu dans un rapport un peu de tristesse. On était un peu entre les deux. Enfin, moi et le chat. Maintenant, donc, simplement, à l'inverse, qu'est-ce qui vous a rendu le plus triste cette année, Perrine, par exemple Moi, du coup, c'était la conférence TED qui a été publiée en fait il y a pas longtemps de Marion Séclin. Qui était invitée dans le dernier épisode. Elle a été invitée du coup dernièrement. On peut la retrouver sur YouTube, cette vidéo. Et en gros, la vidéo s'appelle, je crois, championne de cyberharcèlement de France. Je ne sais plus exactement dans l'ordre des mots. Et voilà, elle raconte en fait comment elle a subi des vagues de commentaires haineux et insultants, des menaces de mort, de viol, de tout ce que vous voulez. Donc elle en a reçu quand même 40 000 suite à une vidéo en fait qu'elle avait faite sur le harcèlement de rue, enfin la drague de rue en l'occurrence et le harcèlement de rue. Et voilà, je trouvais ça hyper courageux encore une fois de sa part de s'exposer à tout ça. Enfin, je regardais les commentaires la dernière fois et elle s'en prend encore plein. Voilà, et pourtant courageux d'en avoir parlé malgré tout. Et elle continue à faire des vidéos et voilà, donc c'est très très important. Sophie, toi de ton côté, un moment de c'est assez symbolique d'une certaine façon parce que le moment qui m'a rendu le plus triste sur YouTube, ça a été un moment de télé retransmis sur YouTube. Enfin, voilà. Parce que tu as vu que tu pouvais pas faire pause, enfin aussi peut-être, mais tu peux pas forcément regarder des vidéos, choisir. Non, c'était pas ça. Non, non, pas du tout. Non, en plus on peut faire pause maintenant grâce aux box. Oui, mais c'est pour ça que je me suis corrigé tout seul. Mais même moi, je suis un vieux. J'ai quitté mon tube cathodique il y a 3 mois. Ça va, c'est bon, ça va. Non, ouais, le moment qui m'a le plus attristé et complètement saoulé, ça a été le passage de Squeezie chez Ardisson. Squeezie qui s'en est vraiment très bien sorti. Parce que vraiment, Ardisson et Baffy en mode... j'aime pas être insultant donc je vais pas le dire, mais vraiment très très horrible. Vieux con quoi. Oui, c'est ça, c'est exactement ce que je voulais dire. Voilà, c'était difficile à regarder et je trouve que ça cristallise pas mal de reproches qu'on peut faire aux youtubeurs. En fait, c'est comme si j'avais l'impression d'avoir une génération face à ma génération. Et c'était atroce à voir. Ça faisait repas de famille de fin d'année. Après, moi, je suis un peu plus nuancé. Je me demande si justement il n'est pas conscient de cette posture et qu'il en faisait des caisses en fait. Oui, Ardisson, il y a ce côté provoque. On est des vieux et tout. Et puis il sait que ça va faire le buzz aussi. Exactement, j'ai l'impression que c'était un petit peu dirigé. Oui, mais quand on voit sa réponse, sa réaction, où il fait un feu. Ah là, c'est le pire. Mais après, tu vois, c'est Twitter aussi qui s'est mêlé là-dedans. Tu vois, c'est pas que c'était une réponse à Internet. Qui était complètement débile. Là, je pense que c'est ça le plus triste en fait de la part de cet homme en fait. Mais après, j'ai l'impression qu'il y avait une posture où il sait lui-même qu'ils sont finis en fait. Donc j'étais un peu plus mesuré. Après, je trouve que Squeezie, il a géré. Il a tellement géré. Il a resté calme, il a rigolé et tout. Et non, gros respect. Mais c'est un peu triste de voir ces vieilles personnes. Et toi, Pierre, l'émotion, tu t'es fait... alors je sais, c'est une émotion, une tristesse un peu ironique, un peu teintée de... Non, mais j'ai suivi un peu les aventures, donc c'était pendant toute la période du Ramadan où j'ai suivi les aventures de Kenny et de Kairi78 et Kenny qui tous les jours voulait réussir son Ramadan et malheureusement chaque jour il craquait
avant le tour, et c'était assez bouleversant de voir ça. Oui, parce que pour expliquer un petit peu, c'est tous les jours, il y avait une vidéo sur la chaîne de The Kairi. Exactement. Il expliquait Kenny rate son ramadan parce que je le retrouve sous l'eau. Donc il découvrait Kenny dans la baignoire, sous l'eau, en train de manger des pommes-potes. Ou dans le frigo. Ou dans le frigo, derrière une télé, dans un carton, dans la chambre de sa sœur. Voilà. C'était vraiment, si on peut, c'est le feuilleton de l'été, c'est la saga de l'été TF1, mais sur YouTube. Voilà, en gros, voilà. C'était fascinant et triste pour Kenny, en tout cas. J'espère que l'année prochaine ça ira mieux pour lui. On y croit, mais non, c'était assez fascinant, c'est assez drôle. Après maintenant, là, c'est devenu insupportable, mais j'ai bien aimé ce duo aussi. Et est-ce qu'on peut parler un petit peu de la rupture de cette fin d'année entre David Lafarge et Miss Jirachi? Là, tu moi, j'en pleure encore. Ouais. Je suis désolée. Là, je sais que c'est encore neuf. L'amour est mort, tout simplement. L'amour est mort, parce qu'on peut le dire, c'est vraiment les Jay-Z et Beyoncé de YouTube, en soi. Simplement pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé, c'était deux vidéastes qui se sont rencontrés autour d'une passion des cartes Pokémon. Exactement. Qui ont commencé à sortir ensemble, à faire des vidéos ensemble. C'est eux qui ont inventé un petit peu... des produits ensemble. Voilà, à habiter ensemble. En couple, vraiment l'appellation en couple. C'est un petit peu labellisé, c'est un peu à eux qu'on le doit. Et là, il n'y a pas longtemps, David Lafarge Pokémon a annoncé la rupture. Yo, c'est David Lafarge Pokémon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, écoutez, ça va. On se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Je pense que vous l'avez compris avec le titre. Aujourd'hui, on vous annonce officiellement que moi et Miss Jirachi, nous ne sommes plus en couple. Voilà, c'est fini entre nous. Ce n'est pas une fausse vidéo, c'est pas une vidéo fake, c'est pas un prank ou autre chose, c'est pas un défi. C'est vrai. C'est vrai, et c'est d'autant plus vrai et triste que le 1er avril dernier, ils avaient fait une vidéo avec le même titre, C'est fini entre nous. Sauf que là, à l'époque, c'était C'est exactement comme une blague. Safia. Voilà, exactement. Oui, et donc c'est pour ça que je pense que je conseille à tous les vidéastes de ne pas faire de blagues du 1er avril, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, parce qu'un jour, je sais pas, les planètes, l'alignement, je sais pas, ça peut s'avérer... Ça peut se réaliser. Sophie, tu parlais de dégustation en couple, qui sont des choses qui ont un peu envahi la page tendance. Et donc, justement, toi, cette année, la tendance qui t'a le plus agacé, on va dire? Moi, je pense que c'est les hand spinners, mais c'est aussi parce que j'ai 28 ans, ce qui représente en année YouTube un bon 58, je crois. Donc vraiment, faut multiplier par au moins 2. Ouais. C'est ça, un objet qu'on appuie dessus, fait tourner, moi ça m'a pas parlé, donc je sais que j'ai zappé toutes les vidéos qui parlaient du sujet parce que vraiment je m'en battais les ovaires. Et Pierre, on t'a vu toi avec des fois des hand spinners? Bravo. Ah ouais, non, mais on était moi très je fan. me rappelle d'une vidéo le hand spinner, oui, le club, mais oui, j'avais besoin d'occuper mes mains. Ouais, non mais je me suis fait avoir, et avec des copains qui en collectionnaient beaucoup, mais après par contre tout ce qu'il y avait autour c'était insupportable, effectivement, dans les tendances ou même dans les thumbnails et tout ça, c'était que des hand spinners tout le temps, c'était insupportable. Et il y a autre chose qui t'a agacé dans les tendances? C'est les clown tueurs qui reviennent chaque année. Ah oui, c'était la meilleure vidéo de l'année. Et je comprends pas, parce que comme j'ai déjà dit dans le club, ça appartient pas forcément à notre mythologie, et ça démontre bien en fait que on va voir ce qui marche ailleurs. Donc ce qui marche à un moment, c'est les clowns tueurs, mais les clowns tueurs, ça existe vraiment là-bas. Et du coup, les Français disent nous, on va faire des clowns tueurs, mais ça ne nous parle pas, en fait, je comprends pas. Et ils ont essayé de continuer. Donc maintenant, le clown tueur nous tape des clopes, le clown tueur joue à Pokémon avec nous, c'est n'importe quoi. Et justement, à propos de ça, je vous propose d'écouter la conclusion d'une vidéo qui s'appelle « Je vole le kebab d'un clown tueur ». Ça tourne mal. Ça tourne mal. Bon bilan de la famille, j'ai perdu ma casquette, j'ai le seum. 40 € la famille, 40 €. Il s'est pété avec 40 €, casquette Ralph Lauren. Mais bon, voilà, j'ai essayé de me venger en prenant son grec, parce qu'il m'avait pris une pizza, mais là gros lui il est là pour 45 € de valeur, et moi il m'a pris que 5 balles, donc ma pizza, putain, j'ai le seum la famille. Bon, j'ai quand même réussi à partir avec le petit grec. En plus je sais pas, il le mangeait avec un masque, c'est un berloul. Il a même pas tapé 2-3 crocs, il avait son masque. Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
C'est quoi cette La musique? musique, c'est ça, le violon. Non, mais C'est drama. tout dans la réalisation de cette vidéo que je vous conseille vraiment pour cette fin d'année. Attends, quel est le créateur Le créateur, c'est Requin92, je crois. Requin92. Requin92, très bien. Je peux me tromper, mais je Ok. pense que c'est Bah, ça. je change la réponse sur la vidéo qui m'a rendu le plus triste. Ah oui. Bah voilà. Je pense que- Ah, désolé. À 45 C'est € la facile. casquette. Désolé de gâcher un peu C'est chaud, ouais. votre fin d'année. Sophie, Oui. Non, je voulais en fait m'adresser à Perrine. Voilà, C'est l'autre. c'est l'aléa du faux direct. Perrine, toi, tu m'as parlé tout à l'heure Oui. d'une vidéo un peu particulière. Ouais, mon truc qui m'a saoulée cette année, je sais pas si vous l'avez vu, c'est les vidéos du masque noir qui arrache la gueule. Vous Ah avez oui, pas oui, vu oui, ça? oui, Pourquoi ok. Il y en Ils ont avait fait qui se ça le mettaient sur tout le corps. En gros, c'est un espèce de masque, normalement pour le visage, qui est à base de colle, je crois. Enfin, c'est un truc hyper chimique et qu'on se met sur le visage, voire sur tout le corps pour certains. Et ensuite, qu'on doit arracher. Et tout le monde pleure, en fait, en le faisant parce que ça fait beaucoup trop mal. Et ça m'a saoulée. J'ai vraiment pas compris l'intérêt. En plus, ça part du concept un peu, genre, il faut avoir une peau tellement lisse que, genre, on vient à s'en arracher la surface de la peau. Enfin, je trouve ça un peu... Puis c'est dégueulasse parce qu'on voyait vraiment tous les points Ah ouais, non, noirs c'était. tout ça, Et puis ils ouais, non, montraient, ils faisaient des zooms de leurs points noirs sur le Mm. masque. Ah, ça m'a dégoûté. Ok, eh Voilà, bien, si vous voulez voir une autre vidéo qui Non, en je vous conseille pas. Tapez masque point noir, voilà, donc je vous conseille. Est-ce qu'on peut dire rapidement un mot, parce que voilà, moi c'est un peu ma hantise, les vidéos avec des enfants qui sont suivis par des centaines de milliers d'abonnés. On peut en citer quelques chaînes, donc Neo, Swan the Voice, Studio Bubble Tea. Donc je sais pas vous ce que vous ressentez en visionnant ces vidéos, mais moi ça me provoque un énorme malaise, ça me rend triste pour les enfants en fait. Bah, moi, ça me met pas mal à l'aise, mais je suis pas mal la famille Sakonit Jollies, ce qui est une famille irlandaise qui vit en Angleterre. Et en fait, je trouve ça assez surprenant de voir la réaction des gosses dès que la caméra s'allume. C'est-à-dire qu'ils sont à fond, ils minaudent et tout. Et je me dis, en fait, ça doit tellement bouleverser l'image de soi. Ouais. Ça doit être compliqué en fait de se voir dans le retour, de se dire qu'il y a des millions de gens qui nous suivent, de recevoir des cadeaux à plusieurs centaines d'euros tous les jours. Et je me dis, moi j'ai été pas du tout élevée comme ça. Après, je peux pas juger, je suis pas mère, je sais pas du tout ce que ça fait aux enfants et ce genre de choses. Je suis pas pédopsie non plus. Mais voilà, moi ça m'interroge pas mal et ça me met un petit peu mal à l'aise aussi. Et même d'un point de vue juridique, en fait, parce qu'au final, sur des chaînes, je parlais de Neo et Swan the Voice, qui sont deux petits frères qui sont filmés par leur maman qu'on voit jamais ou qu'on a peut-être aperçu dans une autre vidéo un peu mystérieuse. Ils font des vidéos tous les jours, je crois. C'est-à-dire qu'ils ont énormément de tournages. Là encore, YouTube se vantait d'avoir supprimé récemment plein de contenus qui étaient a priori destinés aux enfants, mais en fait se révélaient être des contenus malsains. Mais là, sur ce coup-là, je sais pas. En plus, Neo, il est sur Gulli, il y a tellement de choses à côté, il y a que ça, je trouve ça assez dramatique. Mais bon, ouais, comme tu dis, là, il y a une des plus grosses chaînes aux States qui vient d'être shut down, donc ça fait du bien. Mais là, moi, c'est vrai que je sais que je suis un peu dans le hate watch, mais c'est vraiment une partie que je laisse de côté et que je veux vraiment pas voir. C'est trop deep. Ouais, c'est trop pour moi, mais moi, je dis que ça n'a pas sa place, en fait. Mais bon. Voilà. Et puis là, une des dernières vidéos de Neo, juste pour le citer, il fait un prank à une jeune fille d'une autre chaîne de famille où il lui fait croire qu'il est amoureux, et je crois que c'est un contenu sponsorisé pour un hôtel où il dit je suis dans le bar de l'hôtel machin à Marne-la-Vallée. C'est ça aussi qui est dramatique, parce qu'il se formate un peu à ce qui marche sur YouTube. Ce qui marche sur YouTube, que c'est des enfants, s'adresse pas à eux en fait. Donc oui, si voilà, je veux faire des pranks clown tueurs ou genre je largue ma meuf avec du PNL, non, ça c'est pas ça en fait quoi. Cette vidéo existe vraiment. Oui, je pense qu'il y a peut-être pour enchaîner en termes de polémique ou de de comportement sur YouTube qui vous ont agacé, toi Perrine par exemple? Moi, alors c'est pas pour le coup, c'est pas les vidéastes que je mets en cause, mais plutôt leurs abonnés pour le coup. C'était, alors il y a eu plusieurs vidéastes en fait qui ont fait ça. Je me souviens notamment de Snap de Luffy et Enzo. Je sais pas si on dit Luffy ou Luffy. Luffy. Je sais pas. YouTubeuse belge. Mais du coup, et qui montrent en fait, c'est un soir où ils sont chez eux dans leur maison et il y a des tonnes en fait d'abonnés qui frappent à la porte, qui crient et tout. Et c'est extrêmement angoissant. Je sais pas si t'as. Bah justement, on va écouter ça. C'est des vidéos Snap, c'est en deux parties. La première, c'est on entend les gens cogner à la porte et ensuite on entend Luffy réagir. On demande juste à ces personnes-là de pas venir chez nous parce qu'on n'ouvre pas. J'ai pas envie d'être dans mon salon et de devoir rester cloîtrée parce que
frappe au carreau ou à la porte et qu'on reste planqué devant la maison pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure, ça me fout une de ces haines de dingue. Donc voilà. Je voulais Et pas. c'est pas la première fois que ça arrive. Enfin, à des degrés différents, etc. Mais Natou et Kemar avaient déménagé pour ça. Il y a eu Noémie et Tanguy aussi, qui est un autre couple qui. Alors eux, ils avaient acheté une maison ou loué, je sais plus. Ils ont voulu déménager et une fois arrivés là-bas, des gens avaient trouvé leur adresse, l'avaient diffusée sur Internet. Il y a eu une affaire de chantage un peu bizarre avec une voisine qui avait pris des photos d'eux. Enfin, c'était extrêmement malsain. Et on m'a raconté que récemment, il y a une vidéaste qui a dû même mettre un message devant sa porte pour rappeler la loi, etc. Et depuis, ses fans, qui sont surtout des jeunes filles, ne venaient plus trop l'embêter. Mais voilà, c'est assez dingue de devoir en arriver là, quoi. Pierre, de ton côté, un moment d'agacement. Moi, ce qui m'énerve beaucoup, c'est les case openings et tout ça. Ah oui, alors, est-ce que tu peux... les case openings, comment expliquer les case openings Alors, les case openings, donc c'est par exemple le Counter-Strike, tu peux gagner des skins d'armes. Des skins d'armes qui ont une valeur réelle. C'est-à-dire, des designs d'armes, en gros. Exactement, des couleurs, diamants et tout ça. Et donc, du coup, il y a beaucoup de youtubeurs gaming qui font beaucoup de case opening parce qu'il y a de l'enjeu. Et souvent, déjà, c'est de la pub déguisée. Ils sont pas toujours très très francs là-dessus, et surtout qu'ils s'adressent à un public très jeune. Et donc, du coup, bien sûr, ça reste sur Steam et tout ça, mais c'est de l'argent réel. Et du coup, ça induit vraiment un truc addictif, en fait, et illégal aussi, parce qu'il y a vraiment des trucs vraiment très très flous. Et je trouve ça ouf que personne n'ait rien fait encore et que YouTube ne mette pas le nez là-dedans, parce que c'est de l'incitation globale au jeu, au jeu d'argent. Je crois qu'il y a des débats qui ont commencé à naître après la sortie de Star Wars Battlefront 2. Exactement. Je crois notamment le loot box, en Belgique. Voilà, c'est un peu pour requalifier. C'est un peu différent, mais c'est un peu la même chose. C'est pas la façon dont les vidéastes s'en servent, mais c'est vraiment sur le principe. Et voilà, de savoir est-ce que ce sont des jeux où en fait c'est des paris, quoi. On fait des paris, donc il faudra peut-être que la législation évolue un petit peu là-dessus. Je rebondis tout de suite parce que moi aussi il y avait quelque chose que je remarquais, c'est que en termes de publicité sur YouTube, les vidéos sont de mieux en mieux signalées. Maintenant, on peut directement dans la vidéo inclus un contenu commercial. Voilà. J'ai encore quelques vidéastes où ça me pique un peu. J'en citerai pas là comme ça. Mais par contre, moi, ce qui me pose peut-être un peu plus problème, c'est sur les réseaux sociaux où c'est encore compliqué des fois de distinguer. Sur Instagram, ça évolue parce que là encore, on peut marquer en partenariat avec machin, mais des fois, dans des stories, on sait pas forcément quand est-ce qu'il y a un placement de produit. Sur Twitter aussi, là, il y a absolument rien. Je me souviens, je crois que c'était une vidéo d'Hugo tout seul à la SNCF. pour la SNCF. Le Wi-Fi. Voilà, oui, c'était une vidéo soi-disant prise sur le fait. On entendait des contrôleurs dire « Ah, mais on dit le Wi-Fi ou la Wi-Fi ». Et en fait, c'était un tweet pour mettre en valeur le Wi-Fi dans certains trains de la SNCF, et là pour le coup ça avait été pas signalé du tout, quoi. Donc c'est assez 2-3 jours après, en fait. Peut-être que ça avait été, mais ça a été ultra partagé. Il y a eu un bon ou mauvais buzz autour de ça, mais je sais pas si vous remarquez des fois des trucs qui vous font un peu tiquer sur les signalements ou pas. Moi j'ai l'impression qu'il y a une sorte de transparence, en tout cas par rapport aux vidéastes que je suis. Sur Twitter, je vois pas. Ou alors je suis totalement naïve et je suis complètement passée à côté. Mais après, je suis peut-être un peu parano. Hein. Non, mais moi j'ai l'impression que moi je trouve ça va, la transparence, et puis même j'ai l'impression que le viewer est de plus en plus ok avec ça. Grave. Et le souci, c'est aussi, comme tu dis, Instagram et Snap, où on a pu voir la grosse problématique Miss Bongo, là où il y a des gens qui se retrouvent avec des factures de téléphone à 300 €, qui est un service en fait. Donc on envoie, je crois que son nom et son prénom, et après il te check 3 facts sur toi, alors que je pense qu'il doit juste checker ton Facebook, en fait. Donc tu juste dire tu es habité à Lorient, genre yes, et du coup après il te renvoie des textos, et donc tu continues, et puis il y a des gens qui se retrouvent avec des factures à 350 €, alors que c'est Julien Tiplin des Anges qui leur a incité à faire ça. Et donc il y en a eu ouf. aussi, je me souviens de Sweetness, qui est une youtubeuse, je sais plus quel âge elle est un peu plus jeune. Elle fait tout ce qui est mode, beauté, etc. Et elle avait fait justement une vidéo comme ça où elle signale pas du tout, et comme ses abonnés sont malheureusement assez jeunes, il y en a pas mal qui ont pris la carte bleue de papa-maman et qui se sont retrouvés avec la même problématique que les case opening, quoi. Ouais, pour moi le problème en fait c'est pas, déjà il y a la question de transparence, et il y a aussi le fait de choisir un peu les gens pour, je me vois pas accepter de faire un partenariat avec des gens qui vont piquer de l'argent à des enfants qui savent pas ce qu'ils font, quoi. Oui, mais ça c'est
Donc après, est-ce que c'est les régies pub qui sont pas claires aussi? Donc il y a ça à plusieurs peut-être. niveaux, mais aussi je pense que c'est au créateur d'être vigilant aussi, de se renseigner. Ouais, complètement. De ton côté, Sophie, La tendance la polémique. Ouais, voilà, un truc qui t'a particulièrement hérissé. Bah justement, on parlait tout à l'heure des enfants sur YouTube et Daddy of Five, ça a été le truc qui m'a rendu ouf. Alors, est-ce que Pierre en parlait rapidement, mais est-ce que tu peux rappeler ce qui s'est passé concrètement? C'était une chaîne tenue par un père et ses enfants, c'est ça? C'est ça. Et le père faisait régulièrement des pranks à ses enfants, les fameux pranks, donc les canulars. Et il y a eu la vidéo qui a alerté pas mal de monde. Ça a été quand il a accusé, avec donc sa conjointe, sa compagne, il a accusé leur enfant ou son enfant à elle, je sais plus, parce que c'était une famille recomposée. En tout cas, un des enfants d'avoir renversé de l'encre bleue sur la moquette ou je sais plus trop quoi. Et l'enfant se défend et ça continue comme ça et jusqu'à ce que l'enfant se jette par terre, il pleure et enfin vraiment il est dans un état mais horrible et le père continue et en fait c'est juste pour un canular et il a mis la vidéo en ligne et en fait je me dis ça doit être tellement une souffrance de grandir dans ce contexte familial, c'est-à-dire ça doit être tellement stressant tout le temps et ce genre de truc et puis c'est de l'humiliation d'enfants et c'est absolument atroce quoi. Donc, oui, effectivement, donc la chaîne a été fermée alors qu'elle existait déjà depuis et les deux des enfants ont été retirés. Peut-être que maintenant on peut parler. Alors il y a une tradition sur YouTube, c'est le drama, plus ou moins important, plus ou moins fake. Bah justement, Pierre, est-ce que toi le drama qui t'a marqué, les dramas, c'était donc du coup on va y venir. Jake Paul et Logan Paul. Ouais. Donc qui sont deux frères anciens Viner qui ont décidé cette année d'atteindre les 10 millions d'abonnés, donc ils se sont tirés la bourre toute l'année et donc à travers de faux dramas et des fausses tapes, chansons où chacun se roastait comme disaient les Anglais. Peut-être qu'on a un extrait. On a un extrait tout à fait. Est-ce que tu m'as vu lever la main? Oui. C'est parti. Channel flow 5 mil on YouTube in 6 months, never done before. Past all the competition, man. PewDiePie is next, man. I'm popping all these checks. Got the brand new Rolex, and then met the Lambo too. And they're coming with the crew. This is Team 10, bitch. Who the hell up flipping you? And you know I kick them out if they ain't with the crew. Yeah, I'm talking about you begging. Voilà, donc c'était It's Everyday Bro de Jake Paul, qui était une vidéo clash sur sa chaîne. Il y a eu multiples réponses de la part de son frère, qui a impliqué l'ex de son petit frère. Parce que dans le clip, il embrassait l'ex de son frère. Voilà, c'est ça, et donc ça partait dans tous les sens, c'était incroyable. Et la morale, c'est que ce sont peut-être deux des youtubeurs les plus riches au monde, qui je crois qui ont gagné le plus d'argent. Il y a Jake Paul, je crois, qui a acheté une maison pour je sais pas combien de dizaines de millions de dollars. Enfin, c'est incroyable. Non, c'est abusé, c'est très triste en fait, parce que surtout que moi, ce que j'aime bien chez YouTube, c'était un peu la revanche des nerds en fait. Et là, on revoit les bullies revenir en fait. Et cette année, pour moi, c'était l'année des bullies et de voir ces gros beaufs quarterbacks qui vont défoncer les mecs du club de maths, tu vois, ça m'a vraiment fait chier. Et ça marche. Et donc, ils essaient de fonder des équipes aussi. Donc maintenant, tu as la Team 10. Donc, qui va se rallier au prochain Vine. Donc voilà, ils sont en train de vampiriser un peu tout, et ils ont vampirisé surtout toute l'attention, surtout je pense chez les Ricains. Nous, ça va, on a été un peu préservés. Parce que moi, j'en avais pas entendu parler. Ne n'y va pas. Non. Surtout, c'était un engrenage. Moi-même, j'y ai participé, et j'ai regardé, c'est assez fascinant, parce que c'est des monstres, en fait. C'est un peu des Disney Channel Kids, donc du coup, Jake lui-même était chez Disney Channel. Avant d'être viré. Oui, exactement comme Alfred, parce que du coup, il foutait un peu trop le bull dans son quartier, donc c'était un peu problématique. Mais voilà, très attristé par le retour des bullies et des douches. Il y a eu pas mal, pour la petite histoire, d'accusations des gens de la Team 10, justement, qui l'accusent de les avoir un peu bullies, justement. Oui, et lui-même avait reconnu avoir été vraiment un mec qui faisait chier un peu tout le monde quand il était plus jeune. Voilà, ça m'a attristé. Sophie, pour ta part? Moi, le drama qui m'a vraiment saoulée, ça a été je reviens sur Enjoy, mais en fait ça a été le reportage d'Enjoy par M6. Ça c'est, on s'y attendait un peu. Elle passe à la télé, donc c'était dans le cadre d'un salon, donc le Video City à Paris. Exactement, où en fait on la voit extrêmement stressée. Et parce que j'imagine que dans ces journées-là, ça n'arrête pas de 6h du matin à 23h. Et pour elle qui est très très demandée.
Et en fait, on la voit parler un peu sèchement, mais enfin, même pas sèchement en fait. C'est juste, elle est à fleur de peau, donc elle dit oui, c'est peut-être pas nécessaire de me faire ça alors que je suis attendue depuis 20 minutes. Et après, bon, elle fait un passage de son vlog avant d'arriver sur scène, mais rien de dramatique. Ça dure 3 secondes le passage du vlog. Enfin voilà. Elle fait son job, quoi. C'est son taf. Et en fait, donc voilà, retranscrit à la télé avec un montage un peu à charge, c'est chaud. Et derrière ça, il y a eu plein de vidéos. Je réagis donc au reportage. C'était évident. C'était insupportable. Les mecs ont fait des millions de vues alors qu'ils ont peu d'abonnés, mais juste parce qu'ils ont trashé Enjoy derrière, parce que c'est facile, c'est une proie facile en fait. Et moi, ça commence à me saouler un peu. Déjà, les youtubeurs sont une proie facile. Enjoy est une proie encore plus facile parce que c'est une fille, parce qu'elle fait de la beauté, parce que voilà. Alors que bon, c'est avant tout une businesswoman, quoi. Que ça, je sais pas. Puis c'est vrai que même beaucoup d'autres vidéastes qui étaient choqués de voir ça, qui réagissaient, de voir quel traitement avait été réservé à Enjoy. Oui, heureusement, il y en a eu aussi qui ont défendu et qui ont rétabli un petit peu la vérité, quoi. Pour ta part, Perrine, c'était... Moi, c'était un drama un peu inutile, en fait. Enfin, c'est que ces derniers mois, maintenant, il y a pas mal d'abonnés qui postent pareil, un peu des vidéos, des montages, des snaps, je sais pas quoi, qui accusent, en fait, des youtubeuses, enfin, c'est surtout des femmes, d'avoir acheté leurs abonnés. Et ça, notamment, encore Enjoy Phoenix, désolée, et Sananas, par exemple, qui ont dû, du coup, réagir en snap en expliquant que non, elles n'avaient pas acheté leurs abonnés, que c'était leurs vrais abonnés, que blablabla. Voilà, je pense qu'il faudrait leur lâcher un peu la grappe de temps en temps. Et je rebondis tout de suite, parce qu'à l'inverse, moi, il y a quelque chose qui m'a un peu marqué, c'est qu'il y en avait certains qui ont fait des vidéos pour un peu se plaindre que les gens ne likaient pas forcément assez leurs vidéos, ou qui ne comprenaient pas pourquoi ils n'étaient pas plus investis, ils commentaient pas plus, etc. Là, je vous pose une question à Pierre et Sophie, est-ce que les abonnés... doivent quelque chose aux vidéastes? Est-ce qu'ils doivent se montrer forcément reconnaissants? Parce qu'on parle de contenu gratuit, disponible sur Internet. Est-ce qu'il doit y avoir comme ça une espèce de reconnaissance? Est-ce qu'il faut absolument mettre le pouce bleu, mettre le commentaire, etc.? Ils se doivent s'ils veulent nous aider. En fait, après, s'ils embrassent le truc, qu'ils aiment. Et moi, comme je leur dois rien, ils me doivent rien en fait. Il n'y a pas forcément de lien à nouer de manière générale, et que parce que un tel sort une vidéo, que ses abonnés doivent forcément suivre sa communauté. Non, si je pensais comme ça, je pense qu'au bout de 3 ans de YouTube, là, je serais en dépression parce que je viens à peine d'arriver aux 30K. Mais cette relation-là, moi je suis content de voir les gens qui sont là. Après, c'est vrai que je suis très heureux, par exemple, sur le Discord, via les outils comme Discord, où on pouvait discuter avec la communauté. Je suis heureux de les voir là. Et c'est vrai que je sais pas s'ils mettent des pouces bleus. Moi, je suis pas statistique. Je sais que c'est plus Guillaume, où il y a des gens qui sont à fond, mais je regarde pas du tout. Mais juste de voir qu'ils sont là, tout, moi, ça me suffit, quoi. Moi, je le rappelle à chaque fois, mettez un pouce bleu si vous avez envie, mettez un commentaire si vous avez envie. C'est établi maintenant, ça. Voilà, non, mais bien sûr, mais je le rappelle au cas où, parce que je me dis, ça me coûte rien. Puis c'est vrai qu'il faut rappeler. On voit quand on a des vidéos, dans des vidéos où on dit ou on dit pas, on voit moins de likes, et c'est fou, mais le call to action, il faut vraiment le faire. Ah oui, le call to action. Même comme je l'ai vu avec le Téléthon ce week-end, c'est vrai qu'on se dit c'est acquis, mais quand tu dis non, vous donnez, là ça grimpe, quoi. Mais c'est fou, mais il faut le faire. Oui, exactement. Après, je pense pas que ma communauté me doit nécessairement quelque chose. J'essaie de leur parler autant que possible, de répondre autant que possible aux commentaires, d'adorer les commentaires et tout ça. Enfin voilà. À côté de ça, ils me doivent pas quelque chose. S'ils ont envie de le faire, qu'ils le fassent. Et au même titre que moi, je leur dois pas quelque chose non plus. C'est-à-dire que quand je les vois râler parce que j'ai accepté tel ou tel partenariat, en fait, j'ai envie de dire, c'est pas vous qui il faut bien que je mange, en fait. Au bout d'un moment, je vous demande pas d'argent. Voilà, quoi. Je pense que c'est... Du coup, j'essaie d'avoir une relation transparente et de leur rappeler de temps en temps, mettez un pouce bleu, ce genre de truc, mais je ne leur en tiens pas rigueur s'ils le font pas. Très bien, c'est une bonne précision, bonne explication. Maintenant, je voulais un petit peu vous demander simplement qui, selon vous, avait un petit peu gagné le YouTube jeu cette année, le grand vainqueur, ceux qui repart avec, je sais pas, le bouton d'or. Pour moi, clairement, c'est McFly et Carlito qui, en 3 heures, ont eu 120 millions d'abonnés. Enfin, je caricature un peu. À l'échelle de YouTube, à l'échelle de YouTube, c'est convertir. Fou, vous donnera les échelles. C'est dingue, et ils sont vraiment bons. À chaque fois, je vois leur nouveau concept, je suis hyper admirative. Ça marche bien.
Parce qu'en fait, voilà, ça, ils ont changé un petit peu. Ils étaient chez Golden Moustache et ils sont partis donc chez Mixicom. Et là, ils ont vraiment développé leur chaîne avec des concepts, beaucoup d'invités, notamment de Mixicom. Des collaborations qui, on le sait, permettent vraiment de grossir et de grandir des communautés très, très rapidement. Justement, on parlait de concepts. Je voulais vous faire écouter simplement comment c'était Carlito expliquait son métier. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il répondait à des questions d'abonnés en direct sur des montagnes russes au parc Astérix. Voilà, c'était le petit décalage, comme on aime. Vous dites quoi à vos gamins pour leur expliquer ce que papa fait pour les nourrir? Ah oui, j'avoue. Toi, elle est petite. Moi, elle est trop petite encore, mais j'ai prévu le coup, je lui dirai la vérité quand on sera plus grand. Ouais. Je dirai papa est médecin, voilà, tout simplement. Moi, mon premier fils qui a 3 ans, je lui dis je fais la même chose que toi, sauf que je suis rémunéré. Voilà, je pense que c'est un bon résumé de ce qu'ils font et voilà, effectivement, à peine ils fêtaient leur million d'abonnés qu'ils avaient déjà dépassé le cap des 2 millions. Enfin, c'est une croissance assez dingue en un an à peine. Peut-être qu'on peut dire aussi que les gagnants à l'international, c'est ceux qu'on n'aime pas, les frères Paul. Oui, donc on a pu voir rien que justement dans le rewind, tu disais tout à l'heure, ils ont un plus gros de rôle, place, c'est un truc de malade. Eux, tu as le temps de les reconnaître. Oui, ça, et ça, c'est dramatique. Après, moi, en France, moi, je me disais que c'était fou, Ibra TV, parce que Ibra TV qui était un peu... Alors, oui, voilà, quel genre de contenu il propose sur sa chaîne? C'est avant tout des canulars, des pranks avec son phrasé légendaire. Mais au début, en fait, quand il y a eu la première un peu Apocalypse ou je sais pas quoi, où le souci des tendances, tout le monde l'a pointé du doigt. Et Ibra TV, c'était un peu de sa faute tout le temps. Le nivellement par le bas, c'était de sa faute. Parce qu'il demandait des pouces bleus en début de vidéo. Il crée des tendances avec les clowns tueurs, etc. Il participait à ça, quoi. Donc il avait compris la machine. Donc après, beaucoup de gens l'ont suivi. Et puis d'un coup, hop, il arrive à 1 million. Et d'un coup, il se retrouve sur scène avec tous les youtubeurs qui l'avait traché et du coup maintenant c'était cool d'avoir Ibra TV dans sa vidéo, c'était cool de reprendre un peu Pouce Bleu et tout ça, donc c'était un peu le nouveau Cool Kids ironique. Donc belle victoire en fait, parce qu'il a été très intelligent et il s'est pas démonté, mais on voit un peu aussi toute l'hypocrisie et l'ironie derrière tout ça. Et après en gagnant, moi j'aime bien, j'ai un petit coup de cœur sur Prime, qui était un ancien Viner et qui faisait beaucoup de jeux vidéo, donc surtout sur FIFA, et qui s'est dit fuck it, je vais faire du vlog, et il est cool. Donc, en plus j'aime bien, il se cache pas, il fume des spliffs sur YouTube, il essaye pas de faire du Christian content comme dit PewDiePie, donc des trucs chrétiens et tout ça, donc pour faire plaisir à maman. Et je trouve que là il arrive bientôt à 1 million et il me fait rire. Et tu parles de PewDiePie, justement, il n'était pas dans le Rewind, alors que c'est le vidéaste le plus suivi au monde. D'accord. Est-ce qu'à l'inverse, c'est pas un peu la personne qui a perdu cette année? Je sais pas. Je suis pas d'avis non plus. Moi, pour moi... Mais Perrine, Même je trouve que j'ai l'impression qu'il a gagné quelque part sur ce qu'il a voulu avoir. C'est un peu de se dissocier de cette grosse machine qui est YouTube. Et en fait, là, il s'absout de tout ça et il fait vraiment ce qu'il aime. Et il fait beaucoup de merde aussi, d'erreurs et tout ça. Mais justement, j'ai l'impression que je vais le voir plus heureux maintenant qu'avant, en fait. Je sais pas s'il est vraiment perdant, en fait. Perrine, tu voulais ajouter quelque chose sur il avait fait une vidéo justement pour dire pourquoi je suis pas dans le Rewind, etc. Et au début, il disait je m'en fiche, justement, un peu cette posture-là, genre je suis libre, machin. Et à la fin, regardez là, tu sens quand même une petite pointe de seum en lui. Petite pointe de seum en lui. Ouais. Mais je pense que je me fais pas trop de soucis. Je pense que sa vie continue. Il a de quoi s'acheter des pâtes. D'accord. J'ai une dernière question, simplement pour se projeter un petit peu sur 2018 et avoir le sentiment que ça va bien se passer. Est-ce que vous avez quelqu'un que vous pensez, quelqu'un qui pourrait exploser en 2018, qui pourrait vraiment... ou que vous espérez voir exploser simplement, Sophie? Moi, j'en ai plusieurs. Je suis quasiment sûre, c'est même sûr en fait, parce que vu à quel point c'est parti c'est très bien parti pour eux. Je suis quasiment sûre que Multiprise et Yvan BD vont complètement exploser sur YouTube déjà, qu'ils ont très très bien percé en 2017. Et Glamouze. Glamouze, alors Glamouze pour le coup, c'est plus un pari, mais en même temps, je suis certaine
que ça va bien. Oui, on les avait recommandés dans une précédente émission. J'adore Glam Music. Tu pourrais dire que tu étais le premier à le dire. Je crois que Pierre. Bah oui, c'est moi aussi. beaucoup aussi. Alison et Camille, c'est. Je les connais pas perso, mais elles sont quand même. Mais non, mais c'est génial. Après, c'est marrant parce que c'est un peu tard en fait, parce que c'est un peu après la vague youtubeuse et tout. Mais au final, je pense que c'est peut-être pour ça que ça marche ou je sais pas. Et elles ont vraiment un truc. Et après, le truc que je rêve de voir exploser, mais dans l'autre sens, et surtout disparaître. C'est surtout un peu tout la critique game, les espèces de création de drama ou cette dissidence à 2 balles avec plein d'animaux, avec irradiés, fâchés, enfin des trucs comme ça disparaître. Et je pense que y avait une grosse année politique, donc tout le monde a un peu ouvert sa gueule pour dire ça, pour être un petit peu justement dissident et tout. Et maintenant j'ai l'impression qu'ils sont allés un peu trop loin. Et du coup j'espère vraiment voir disparaître ces gens-là et aussi voir aussi un turnover se faire avec tous les soucis de monétisation aussi, ça va laisser la place aux vrais passionnés et pas justement à faire des vidéos pour être en tendance et pour avoir le plus de thunes possible en fait. C'est un bel objectif. J'espère en tout cas. On a les 2 versions de Exploser avec ma réponse et ta réponse. Exactement. Perrine, pour ta part, toi, une chaîne qui te tient à cœur et que t'aimerais... Ouais, alors en fait c'est une chaîne que j'ai découvert cet été complètement par hasard. Ça s'appelle Lena Situation avec un S à la base. C'est une blogueuse mais qui maintenant fait des vidéos sur YouTube. Et elle fait tout ce qui est vlog et elle parle pas mal de mode aussi. Et ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est qu'elle est hyper fraîche, hyper naturelle. Enfin, je trouve qu'elle apporte vraiment un truc de nouveau. Et quand j'ai commencé à la suivre, on était en août, elle avait genre 30 000 abonnés. Elle en a, je crois, quasiment 100 000 de plus aujourd'hui. Ce qui est quand même une grosse croissance. Belle évolution, ouais. Donc voilà, je l'encourage parce qu'elle est vraiment chouette. Enfin, c'est la bonne copine que tu as envie d'avoir, je trouve. Et moi, je vais parler d'un ami à Pierre rapidement, parce que il s'appelle Le Pérave, il s'appelle Léopold. Léopold. Donc Pierre Lapin ici présent apparaît souvent dans ses vidéos. Donc c'est quelqu'un qui bosse dans la vie pour la Villa Schweppes, je crois, il écrit pour la Villa Schweppes, mais qui aussi a bossé pour Golden Moustache, je crois, et qui apparaît de plus en plus dans les vidéos avec McFly et Carlito. Et surtout, on est censé faire un duo en 2018 aussi, donc on a plusieurs vidéos qui arrivent très rapidement. Vous l'aurez entendu ici. Exactement, ouais. Et voilà, il a un vrai univers et il repousse les limites. On dirait The Voice. Il repousse un peu les limites du malaise, de l'humour en fait, un petit peu. Et pour le coup, il poste surtout sur Twitter et Facebook. Exactement. Ouais. Donc voilà, je suivrai de près votre futur duo comique. Écoute, on va voir. On croise les doigts, lourd, ça arrive. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie beaucoup, Sophie Rich et Pierre Lapin, d'être venus. Un grand merci à Charlène à la technique, à mon camarade David Honora pour la préparation, à toute l'équipe de Binge Audio. Merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite de très bons vlogmas et de très bonnes fêtes de fin d'année. Donc si cette émission vous a plu, et j'oublie également de remercier Perrine, parce qu'on me parle tellement tous les jours, j'ai l'impression de l'avoir tous les jours, je suis désolé. Il en veut plus. Je lui envoie des vidéos YouTube. Bonne fête Perrine. Bonne fête à vous. Et on se retrouve très vite dans nos tubes. Vous pouvez en parler autour de vous si vous voulez, ça serait pas mal pour Noël. Mettez un pouce bleu. Un pouce bleu. Abonnez-vous. À bientôt.